Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler pas de comment sortir de la dépendance affective, mais le fait que sortir de la dépendance affective ne soit pas qu'une question de volonté. J'entends tellement tout et n'importe quoi à ce sujet que j'avais envie de vous faire un épisode qui vous sorte de cette culpabilité ou de cette culpabilisation que vous pouvez ressentir en entendant certains discours. Parce qu'en réalité, si sortir de la dépendance affective était juste une question de volonté, tu l'aurais déjà fait, plein de gens l'auraient déjà fait. Honnêtement, on sait ce qu'on devrait faire. On sait au fond ce qui est bon pour nous. On sait aussi ce qui nous fait du mal, ce qui nous abîme, ce qui nous détruit. Et pourtant, on a l'impression que notre corps nous pousse à faire l'inverse de ce qu'on pense être bon. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup depuis que je fais ce métier. Moi-même, avant, j'avais vraiment cette sensation de c'est plus fort que moi. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie qu'on pose quelque chose d'hyper important ensemble. C'est que si vous n'êtes pas arrivé à avancer dans votre cheminement pour sortir de la dépendance affective, c'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question de manque de volonté. Et non, il n'y a pas de trop ou pas assez. La dépendance affective, ça n'a rien à voir avec un problème de motivation. C'est souvent une histoire de système nerveux, de sécurité et souvent de traumatisme à ce niveau relationnel. On peut faire le parallèle avec la perte de poids, par exemple. J'entends tellement de gens dire « mais c'est une question de volonté », sauf que si c'était vraiment le cas, je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'il faudrait faire, comment bouger. On a absolument accès à énormément d'informations, on a accès à tout. Et pourtant, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et dans cet épisode, j'avais envie de vous expliquer pourquoi parfois notre corps résiste, pourquoi notre tête a compris comment il fallait faire, mais que ça ne suit pas pour autant, et surtout comment commencer à sortir de ce schéma-là sans pour autant se violenter. Donc voilà, j'avais vraiment envie qu'on démarre avec ça, de nous faire déculpabiliser. En fait, j'ai vraiment envie que vous écoutiez cet épisode de podcast et que ce soit juste une petite bulle de douceur, euh, afin que voilà, vous compreniez que c'est pas parce que vous essayez de tout bien faire, c'est pas parce que vous essayez de mettre en place des choses de manière très théorique que ça peut tout changer du jour au lendemain, parce qu'on a besoin vraiment d'installer une forme de sécurité émotionnelle. Il y a trop de gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut juste être plus fort, qu'il faut décider une bonne fois pour toutes, qu'il faut couper et passer à autre chose. Et d'ailleurs, moi, j'ai un avis, je sais, très controversé par rapport à ça, et on y reviendra. Mais, euh, mais je trouve que on nous bassine avec ça. Enfin, moi, je sais que c'était hyper dur pour moi quand j'étais dans la dépendance affective, que les gens autour de moi me disent juste, bah, pars en fait. Enfin, arrête la relation. Enfin, tu vois bien que ça se passe pas bien ou pas comme tu veux ou qu'ils te traitent mal. Et donc déjà, je culpabilisais. J'avais déjà une fâcheuse tendance à penser que j'étais pas assez bien ou assez forte. Donc ça venait nourrir complètement cette croyance-là. Je me sentais pas capable. Je me sentais nulle. Enfin, c'était vraiment extrêmement douloureux parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je reste? Je sais que ça va pas, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et je sais que moi, dans beaucoup de podcasts, je vous le dis que c'est important de prendre la décision. Mais je veux vraiment remettre au clair ça, c'est que quand je vous dis de prendre la décision de commencer sur ce chemin-là, c'est plus parce que moi, par exemple, quand j'étais dans la dépendance affective, je voyais pas de porte de sortie et je pense que au fond de moi, je l'avais ancré comme une identité et donc je voyais pas comment je pouvais m'en sortir. J'avais un peu ce discours-là de toute façon, je suis comme ça, je vis mes relations comme ça, je suis destinée à vivre ça et je me rends compte évidemment
je vais dire vraiment 15 ans après, que en fait, non, j'avais quand même la possibilité, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Moi, j'ai démarré avec la thérapie, mais ça peut être avec d'autres pratiques. Euh, C'était ça, en fait, la décision. La décision, c'est le moment où vous vous dites, en fait, là, je vois bien que ça fait des années que ça dure, que j'ai pas les codes, que tout seul, en fait, j'y arrive pas. Donc, je vais attraper les mains tendues que je peux et je vais essayer, en tout cas, de me faire ce cadeau-là. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est tellement lié à l'estime de soi on finit par ne pas réussir en fait à se donner cet amour-là parce que vu qu'on s'aime pas, on a du mal à prendre soin de soi aussi. Et pourtant, c'est là que je vous parle de décision. Moi, je sais que j'ai attendu d'être au bout du bout avant de le faire, mais vraiment, la seule décision que vous pouvez prendre à ce moment-là, c'est je vais pas faire ce chemin toute seule. Je ne vais pas avancer seule sur ce chemin-là parce que, en fait, il faut que je sois honnête envers moi-même et je n'y arrive pas. Donc, pour moi, la décision, elle se trouve ici, mais sur le chemin, non, ce n'est pas qu'une question de volonté et on va voir pourquoi. En fait, il faut comprendre que la volonté ne régule en aucun cas un système nerveux qui est dérégulé. Un système nerveux qui est dérégulé ne se régule pas parce que vous avez décidé de faire les choses autrement. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans des relations où vous allez être tout le temps en état de panique et d'hypervigilance. Donc, ça ne peut pas être un manque de motivation, ça ne peut pas être un manque d'intelligence émotionnelle, et dans une certaine mesure, c'est même pas un manque d'amour de soi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'aimer, j'en rencontre aussi, qui me disent « Mais Auria, moi, vraiment, aujourd'hui, je me sens bien avec moi, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie. Et pourtant, l'idée d'être dans une relation, ou quand je suis dans une relation, ça m'angoisse au plus haut point. » Donc, il y a vraiment quelque chose de plus fort que juste ce qui se passe dans votre tête. Il faut aller voir ce qui se passe dans le corps. Si la volonté suffisait, les personnes qui sont dépendantes affectives seraient celles qui s'en sortiraient le plus vite. En revanche, ce sont souvent celles qui font le plus d'efforts qui vont le plus souffrir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive et comportementale. Je sais ce que je dois faire, mais mon corps me pousse à faire autre chose. C'est en fait, ma tête a compris, mais mon corps panique. Je sais que je devrais arrêter de lui répondre ou de lui écrire, mais mes mains tremblent, je me sens pas bien. Vraiment cette phrase de c'est plus fort que moi, c'est vraiment ça. Je sais que cette relation me fait du mal, mais le vide est insupportable. C'est-à-dire que là, on parle de personnes qui vont mieux supporter la douleur dans la relation que le manque. Il y a aussi cette notion de je sais que je mérite mieux, mais mon corps préfère ce qu'il connaît à ce qui est sain pour lui. Donc, c'est pas notre mental qui nous ramène vers l'autre, c'est le système nerveux qui cherche à survivre. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails en ce qui concerne le système nerveux, parce que je vais faire une formation d'ici quelques mois qui me permettra vraiment encore mieux de comprendre et qui m'aidera à vous accompagner d'une autre manière pour remettre de la sécurité justement dans le système nerveux. Mais c'est déjà ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, aujourd'hui, votre système nerveux, il est complètement en insécurité. Et du coup, dès qu'il est déclenché, il se remet en état d'alerte. Et ça, les personnes qui ont une blessure d'abandon, je vous le rappelle, c'est la blessure qui est liée à la dépendance affective et à l'attachement anxieux. C'est comme si on appuyait sur un bouton qui vous ramenait à des sensations, à des émotions qui vous font ressentir la peur potentielle de ressentir l'abandon. Et du coup, votre système nerveux est en alerte. Et là, en fait, c'est presque votre corps qui vous pousse à avoir certains comportements pour pouvoir vous aider à survivre. Mettre un système nerveux dérégulé, et là je parle vraiment complètement dérégulé,
face au manque, c'est beaucoup plus insupportable. Et tout à l'heure, je vous disais, moi, je sais que j'ai un avis controversé là-dessus par rapport à beaucoup de coachs, parce que malheureusement, beaucoup de coachs ne sont pas trauma informés. Ça, c'est un mot qu'on utilise dans le cadre de l'accompagnement, de la thérapie, etc. Mais en fait, quand il y a du trauma, vous pouvez dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans le cadre de mes coachings, quand mes clientes, mais maintenant même, j'avoue, avec mes amis me disent oui, mais là, j'ai tellement envie de lui écrire, mais chaque jour passé, c'est une victoire, etc. En fait, ce que vous faites, c'est remettre de l'insécurité dans votre corps, puisque vous luttez, mais ce qui se passe 9 fois sur 10, c'est que vous finissez par écrire, mais avec encore plus de douleur et encore plus dans votre trauma. Donc attention, hein, c'est pas un feu vert pour que vous alliez, pour que vous preniez votre téléphone et que vous écriviez à la personne à qui vous avez envie d'écrire. Parce que chaque situation est différente et quand j'accompagne des personnes, je sais la situation dans laquelle elles sont et je sais si c'est une mise en danger ou pas. C'est-à-dire que beaucoup de coachs privilégient le no contact, beaucoup de coachs qui sont aussi spécialisés dans la perversion narcissique, c'est encore un autre sujet. Ok, c'est si être en contact avec quelqu'un vous met en danger psychologique et physique, c'est encore différent. Mais là, moi, je vous parle d'autres situations. Je ne vais pas donner d'exemple parce que je ne veux pas que ça vous pousse à le faire alors que je ne connais pas votre situation et je ne veux absolument pas prendre cette responsabilité-là. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, par exemple, dans ma dernière séparation, moi, j'ai écrit à mon ex quasi tous les jours. Et tout le monde me disait, mais ne fais surtout pas ça, il vaut mieux que tu arrêtes, il faut que tu le supprimes, etc. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais je savais que pour que je puisse en fait relâcher un petit peu à chaque fois, j'avais besoin de ça et j'attendais pas de réponse particulière. C'était juste que moi, je portais en fait la douleur, les pensées, etc. et que j'avais besoin de les déposer quelque part. Parfois, j'avais une intention, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une réponse, parfois pas du tout. Et je suis convaincue aujourd'hui que le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de libérer en tout cas tout ce que j'avais besoin de libérer. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je sais que moi, en tout cas, j'en avais besoin. Et aujourd'hui, on est 3 ans après, hein, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fonctionné de cette manière-là. Mais il faut se connaître, ça dépend aussi de la relation que vous avez avec l'autre. Parce que si vous êtes tout le temps confronté au rejet, par exemple, ça va tout le temps vous mettre en insécurité. Donc là, par exemple, dans une situation comme ça, où l'autre est tout le temps en train de vous dire, en train de vous rejeter vraiment très clairement, effectivement, on essaye de privilégier, en tout cas, le moins de contact possible. Mais moi, le seul truc, c'est que je me dis, parfois, on a besoin de réponses pour pouvoir avancer. Et ça peut faire du bien de juste pouvoir poser une question. Mais quand vous écrivez à quelqu'un, il faut qu'il y ait une intention. Si vous êtes juste là pour combler le vide, c'est que l'intention n'est pas juste, en tout cas, et elle ne va pas vous aider. Bref, ça, c'était une grande parenthèse, mais c'est hyper important parce que je sais que ça peut énormément déréguler le système nerveux que d'être dans une attente constante et de lutter contre soi. Donc, ça va vraiment dépendre des situations. En tout cas, sachez que quand vous êtes comme ça, dans ce manque presque où on tremble, on n'est pas bien, enfin vraiment comme une personne qui cherche sa drogue, on est vraiment dans le mal, c'est votre système nerveux qui cherche à survivre. Hein. C'est pour ça qu'une séparation, c'est aussi douloureux. C'est pas que parce qu'il y a le manque, c'est parce qu'en fait, si vous étiez dans une relation qui permettait de vous réguler un petit peu, si la personne part, ça vous dérégule le système nerveux. Et du coup, on se sent plus en sécurité. Même si la relation n'était pas saine. Parce que en fait, le système nerveux, il a besoin d'habitude aussi. Donc parfois, malheureusement, il se sent un peu plus régulé avec ce qu'il connaît. Voilà, donc ça peut faire que quand le vide se crée et que tout d'un coup la nouvelle situation est inconnue pour soi, on est dans le dur, quoi, et du coup on se sent encore plus en insécurité. En tout cas, il faut comprendre que c'est pas un défaut et c'est pas une tare. La dépendance affective,
c'est avant tout, et je le dis, je le redis, je le re-redis, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers épisodes de podcast, c'est un mécanisme de survie. C'est votre corps qui a essayé de s'adapter à des situations. Là, je passe un peu en trauma informed, mais c'est que vous puissiez comprendre euh, le lien entre l'attachement, le trauma relationnel, la sécurité. Euh, Si aujourd'hui vous avez un attachement anxieux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots pour définir l'attachement anxieux. Je pense que c'est très clair. Si vous êtes toujours en insécurité dans vos relations, que vous avez toujours peur de perdre l'autre, etc., vous êtes dans un attachement anxieux. C'est qu'il y a un trauma, en fait, lié aux relations. Et c'est pour ça, parfois, il y a des personnes qui me disent « Mais je comprends pas, dans mes autres relations, c'est pas comme ça. » Parce que le trauma, il est spécifique. Le trauma, c'est pas si je me suis sentie abandonnée à un moment, ça va pas se répercuter dans mes relations professionnelles, puisque c'est le domaine émotionnel relationnel qui a été touché. Et donc, c'est là où, quand il y a eu un traumatisme, ça a créé de l'insécurité. Okay, donc là, on est dans cette boucle-là. Maintenant, c'est pourquoi le corps assimile la rupture ou la distance avec l'autre à un danger. Donc ça, c'est lié au trauma d'abandon. Et encore une fois, il y a des gens que j'accompagne qui me disent « Mais moi, j'ai pas été abandonnée, j'ai été aimée par mes parents, etc. » Moi aussi, j'ai été aimée par mes parents, je suis aimée, heureusement, encore aujourd'hui. Ça n'empêche qu'il y a des traumas relationnels qui existent parfois ce qu'on appelle des micro-traumas, où en fait, vous n'allez pas vous souvenir d'une situation, en tout cas, ou alors c'est une amnésie traumatique, mais c'est pas clair, en tout cas, vous dites, mais comment ce petit truc-là a pu avoir un impact sur moi? Et pourtant, c'est cet événement-là qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes senti abandonné. Et abandonné, ça veut pas dire qu'un de vos parents est parti. Ça veut simplement dire que si vous avez senti à un moment qu'un de vos parents n'était pas là pour vous émotionnellement à un moment où c'était important pour vous, vous avez pu ressentir une forme d'abandon, en tout cas d'insécurité. Si votre parent ne vous protège pas, alors qui vous protège? En tout cas, c'est ce que vous pouvez ressentir. Et du coup, vous assimilez la rupture et la distance émotionnelle à un danger. C'est là qu'on en vient à le vide est parfois vécu comme une douleur physique. Et ça, je vous le dis par expérience. C'est que je sais tellement à quel point l'absence de quelqu'un peut nous ravager. Ça fait mal. De toute façon, c'est très clair. Si on dit, si l'expression existe d'avoir le cœur brisé, c'est parce que physiquement, on a l'impression que notre cœur se brise. Donc, le vide peut être vécu comme une douleur physique. C'est le trauma qui est dans le corps. Encore une fois, même si rationnellement vous dites, mais la personne m'a maltraité, ça se passait hyper mal, etc., votre corps, lui, se sentait en sécurité, même s'il y avait avec cette personne à ses côtés. Donc, votre corps, il ne recherche pas l'amour, à aucun moment. Il cherche la sécurité. C'est son besoin fondamental. C'est en ça que dans les accompagnements, pour moi, le corps doit être impliqué. C'est pour ça que, encore une fois, je vais faire une formation pour pouvoir impliquer le corps dans mes accompagnements. Parce que on ne peut pas soigner à 100% un trauma si on ne passe pas par le corps. Et moi, c'est pour ça que je suis pour que les personnes qui se font accompagner par moi, même si moi j'ai des techniques pour revenir dans le corps et que je le fais en coaching et que ça aide, je veux aller plus loin. Et donc ce que je disais, c'est que je suis complètement pour que les personnes qui se fassent accompagner par moi fassent une autre pratique en complément, que ce soit du breathwork, que ce soit de l'EMDR, que ce soit de la kinésio, que ce soit de la médecine chinoise, bref, ce qui vous chante, tant que ça passe par le corps, tant qu'on vient remettre de la sécurité dans le corps. Parce qu'en gros, sans trop rentrer dans le détail, la respiration, ça permet de créer des libérations par le corps, l'ancrage, le mouvement, toutes les pratiques somatiques et tout ce qui est lié à la régulation du système nerveux. On ne peut pas guérir une blessure du corps uniquement avec des prises de conscience.
Et c'est là où moi, aujourd'hui, après bientôt 6 ans de pratique de coaching, j'ai aidé des personnes, etc. Ça, sans aucun doute, au vu des retours que j'ai. Mais il y a un truc qui me manque, où je me dis, je veux les amener plus loin, peut-être parfois plus vite aussi, parce que moi, évidemment, j'amène la sécurité. J'amène la sécurité du système nerveux. Voilà, il y a plein de choses qui passent aussi par la tête, qui permettent par le mouvement et par l'expérimentation, donc c'est pour ça que j'implique le corps ici, par l'expérimentation, on va remettre de la sécurité, on va mieux comprendre des choses, parce que malgré tout, mes clients ont besoin de comprendre aussi comment ça se passe. Je trouve que c'est hyper important de comprendre que parfois, des pratiques sont complémentaires. Et c'est très humble en tant que praticien, peu importe ce qu'on fait, de se dire peut-être qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être mêlées pour qu'on puisse avancer, vraiment. Mais votre corps, plus vous l'ignorez, plus il va se sentir en insécurité. Plus vous l'impliquez, mieux ça va se passer. Donc, non, ce n'est jamais une question de volonté et ce n'est surtout pas de votre faute, en tout cas au sens passif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de volonté, mais comme je vous le dis souvent, c'est une question de responsabilité. Et je veux dire, moi je vous le dis tout le temps, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans notre vie, mais on est responsable de ce qu'on choisit d'en faire aujourd'hui. Donc, malgré tous les traumas que vous avez vécus, et j'en suis désolée, et je vous envoie beaucoup d'amour, peu importe ce que vous avez vécu, aujourd'hui, la responsabilité que vous avez, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ça, de quelle manière je prends soin de moi pour pouvoir avancer, comment je peux m'en servir pour grandir et évoluer, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Je veux dire, moi par exemple, faut imaginer, alors évidemment, j'ai plusieurs traumas à des niveaux différents, dans des aspects différents de ma vie, mais celui-là, lié au relationnel, où moi j'ai vécu des grosses souffrances, des formes d'humiliation dans mes relations. Et il y a un moment où je me suis dit, mais j'ai pas envie de subir. Et surtout, j'ai envie que ma vie, elle soit douce autour de mes relations. Et surtout, moi je suis une grande rêveuse. Donc j'avais envie de vivre une relation dans laquelle je me sentais bien, sereine. Et je voulais pas lâcher ce rêve-là. Je ne voulais pas. Donc du coup, évidemment, il y a tout l'aspect thérapeutique et guérison. Mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Moi, j'en ai fait mon métier. Je vous dis pas de faire ça et c'est pas pour tout le monde. Mais par exemple, moi, c'est ma mission aujourd'hui et elle changera sûrement un jour. Peut-être qu'à un moment, je sentirai que je serai arrivée au bout de ça. Et il y en aura d'autres parce que je vais grandir avec ça, je vais avoir envie d'amener les gens à d'autres niveaux. Voilà, ça peut évoluer. Mais je veux dire, on peut aussi choisir ce qu'on fait de ce qui s'est passé. Je veux dire, en fait, on peut aller dans des associations si c'est lié à ce qu'on a vécu, si on a envie d'être avec les autres, de protéger les autres, de les accompagner. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Mais évidemment, ça commence d'abord par soi. Donc en fait, la décision, elle est au centre de votre vie. C'est-à-dire que le fait de demander de l'aide, de sortir de ce mécanisme du « je gère seule parce que je suis une femme indépendante », et surtout, il y a quand même l'acceptation d'être accompagnée. Donc, si vous êtes reconnu dans cet épisode, je veux vraiment que vous entendiez une dernière chose. C'est que personne ne vous demande d'être plus fort. C'est que vous avez besoin d'être accompagné autrement, avec un autre prisme. Sortir de la dépendance affective, ça n'a jamais été se battre contre soi. C'est apprendre à réguler un corps qui a appris à survivre et qui survit depuis des années. Et ça demande une décision. Pas la décision d'y arriver seul, mais la décision de ne plus rester dans le même schéma. Se faire accompagner, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de responsabilité. C'est une force et un courage énorme parce que oui, ça va demander de plonger à l'intérieur de soi et je vous assure, vous démarrez ce travail-là, vous commencez à plonger à l'intérieur de vous-même, en fait, au début, ça va être les couches superficielles. Et puis après, voilà, on va aller de plus en plus profond dans tout ce que vous avez vécu au niveau émotionnel. Mais c'est avant tout un choix conscient pour soi, pour son avenir, pour ses relations.
Et il y a un moment, on a cette responsabilité-là aussi. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Ça va de la météo à ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas contrôler ça. On ne peut pas contrôler les comportements des gens. Mais c'est qu'est-ce que moi, je décide de faire pour moi chaque jour. Je me dis, moi, je vais avoir 34 ans. Et bah, c'est qu'est-ce que... Enfin, si je vis et si j'ai la chance de vivre jusqu'à, je dis 94 ans, parce que c'est l'âge jusqu'auquel ont vécu mes grands-parents, mais je me dis, si je vis encore 60 ans, imaginez, j'ai vécu qu'un tiers de ma vie, si c'est le cas, et si j'ai cette chance-là. Qu'est-ce que je veux faire pour moi pendant 60 ans ? Je ne refuse de me dire que je vais subir pendant les 60 prochaines années. Ce n'est pas possible. Donc elle est là, la responsabilité. Il est là le choix pour soi, pour son avenir, pour ses relations. Si quelque chose en vous sait que c'est le moment, alors écoutez-vous. Parce que c'est souvent la voie la plus calme, parce qu'au-dessus, il y a tout ce que vous vous racontez chaque jour et qui vous fait rester dans cette situation. Mais c'est souvent la voie la plus juste aussi. Donc pour les personnes qui auraient envie de se faire accompagner par moi, je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio de cet épisode pour réserver un appel découverte pour les personnes qui sont prêtes à se lancer, à investir aussi sur elles, que ce soit émotionnellement, financièrement. Quand je parle d'investissement, évidemment, ça réunit tout. Et découvrir aussi, qu'on discute de votre situation, découvrir mes accompagnements, voir ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, que ce soit moi d'ailleurs ou quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de vous faire accompagner par quelqu'un, en 2026, c'est sûrement la plus belle décision que vous allez prendre pour vous. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. J'espère qu'il vous aura fait comme un gros câlin et qu'il vous aura aidé aussi à comprendre que c'est pas que vous faites les choses mal, c'est juste votre corps qui essaye de faire au mieux. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.